Je dirais que ça a commencé quand j'avais 4 ans et que ça a duré jusqu'à mes 8 ans. Et d'avoir une vision d'une scène extrêmement intime et violente avec son propre père. Quand il était encore en vie, j'avais vraiment une sorte de blocage par rapport à sa peau, son odeur, voilà, des choses comme ça. Se compter aux autres, c'est quand même souvent des choses un peu inavouables. Bonjour Jana, Bonjour Valérie. merci d'être avec nous, d'être passée par Europe 1 cet après-midi pour nous raconter votre histoire. Vous êtes d'ailleurs en train d'écrire un livre à ce sujet. Oui, tout à fait. Vous avez longtemps subi les abus de votre papa. Cette histoire qui a jalonné toute votre vie professionnelle. Je rappelle que vous êtes auteure, réalisatrice, photographe. Et finalement, la résilience et votre parcours a jalonné toute votre vie. Oui, tout à fait. Même quand j'en étais pas encore consciente, puisque je suis passée par un moment de déni. Mais c'est vrai que c'est vraiment le fil conducteur. Tout d'abord en faisant parler les autres de leurs problématiques, et puis petit à petit, les choses se resserrent, et jusqu'à aujourd'hui où j'écris effectivement un livre où je me raconte. Pendant combien de temps vous avez vécu cet inceste de votre père ? C'est difficile de chiffrer, mais je dirais que ça a commencé quand j'avais 4 ans et que ça a duré jusqu'à mes 8 ans. À quel moment vous vous êtes rendu compte, à quel moment peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, les souvenirs sont revenus à la conscience ? Alors au départ, c'était des sensations d'abord, c'est-à-dire des sensations de dégoût, des sensations physiques, des choses comme ça, et pas vraiment des souvenirs. Enfin, c'est peut-être des souvenirs déjà, mais pas les souvenirs comme on les imagine. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, donc quand j'avais une trentaine d'années, les souvenirs sont revenus comme des flashs, mais ça je sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de victimes. Donc c'était, j'étais en montage d'un film et bam, il y avait des images qui me venaient qui n'avaient rien à voir, et je vous cache les détails assez, c'est très direct en fait, hein. Et ça m'empêchait en fait de vivre dans mon quotidien, donc là j'ai consulté. Donc des empreintes corporelles avant tout. Avant tout, Quand vous oui. dites sensations physiques, par exemple. Quand mon père est décédé, mais quand il était encore en vie, j'avais vraiment une sorte de blocage par rapport à sa peau, son odeur, voilà, des choses comme ça. Et je ne savais pas pourquoi. Mais ça a commencé comme ça, des sensations. Et à quel moment vous commencez à recomposer l'histoire dans votre tête ? Quand à 30 ans, les souvenirs commencent à revenir, je consulte une psy qui fait de l'EMDR. Et là, à ce moment-là, on va dire que tous les petits bouts, parce que j'ai l'impression d'être vraiment un pulse complètement défait de explosé en fait, hein, c'est et ça, fracturé dans tous les sens. Ça, oui. Et de ne plus avoir aucune construction, identité, ça va jusque-là. Donc j'étais pleine de phobies, voilà, et ça prenait plein de formes différentes. Et en arrivant dans le cabinet de cette thérapeute, j'ai eu l'impression de me rassembler. Et j'allais dire, je suis encore aujourd'hui en train de me rassembler. Je ne sais pas s'il y a une fin à ça, mais en tout cas, c'est en construction toujours. Toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui, oui. Ouais. Et est-ce que quand ces premiers souvenirs reviennent à la conscience, par exemple en salle de montage, vous vous dites, je me fabrique un souvenir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qu'on se dit en fait ? Parce que c'est pas évident de s'avouer que c'est réel. Non, c'est pas évident, honnêtement, d'être dans une salle de montage, en train de travailler, d'être concentré et d'avoir une vision d'une scène extrêmement intime et violente avec son propre père. Effectivement, c'est pas du tout évident, c'est très troublant, et on se demande si on ne devient pas fou en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de consulter, parce qu'il y avait vraiment, je perdais pied, j'avais plus de repères en fait. J'avais du mal à savoir si c'était des souvenirs, si c'était mon imagination, si ça avait réellement existé ou non. J'avais personne dans mon entourage à qui me tourner, puisque je n'en avais parlé à personne. Donc voilà, il n'y avait que la possibilité d'une thérapie. Sachant que l'enfant, au départ, il ne sait pas si c'est juste ou pas juste pour lui. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est l'amour de ses parents, de toute façon. L'enfant, il veut l'amour de ses parents, c'est sûr. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, parce que je ne peux pas parler, parce que je crois que chaque cas d'inceste est vraiment singulier. Et c'est pour ça que toutes les histoires sont intéressantes, parce qu'elles apportent toutes une pièce nouvelle pour essayer de comprendre ce problème de société. En ce qui me concerne, je sentais un malaise, mais j'étais incapable de mettre des mots sur ce malaise. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de pas normal, puisque je devais me taire. Donc ce qu'on cache aux autres, ce qu'on tait aux autres, c'est quand même souvent des choses un peu inavouables.
Et vous, ça s'est arrêté à cause de quoi, d'après vous? Parce que je n'habitais plus avec lui. Ah là, c'est la distance géographique qui a fait Déjà, que oui. cette distance vous a protégé, que ça Oui. s'est arrêté. À quel moment vous en avez parlé à votre maman? J'en ai parlé à ma maman il y a peut-être il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà. Et ça n'a pas été facile, hein, parce qu'à l'époque, j'étais donc en thérapie et j'avais pas encore toutes les pièces de mon Pulse. Vous aviez quel âge à peu près? C'était il y a 10 ans, donc j'avais 37 ans. Voilà. Si tardivement. Oui, tout à fait. Pourquoi? Je pense que j'avais toujours peur de détruire ma famille. Alors qu'elle était déjà, ils avaient déjà divorcé, qu'elle était déjà d'une certaine Ouais, mais manière j'avais peur de leur faire exposée. du mal. J'avais peur de faire du mal à ma mère. D'ailleurs, quand elle a appris, elle a fait une dépression. Donc c'était ça que je craignais. Mais à un moment donné, si on veut survivre, il faut parler. Ah oui, absolument. Verbaliser, hein, c'est essentiel. Il faut verbaliser tout ce qu'on peut. Ouais. Qu'est-ce qui aurait apaisé Jana? Déjà parler plus tôt, ça aurait peut-être pu apaiser. Peut-être un procès aurait pu apaiser. J'en suis pas sûre, c'est peut-être un fantasme. Mais d'être entendu en tout cas par quelqu'un qui représente une instance de la société, que ce mal soit reconnu. Parce que là, aujourd'hui, on parle de thérapie, etc. Mais voilà, je prends tout à ma charge. Et donc, c'est des coûts très importants. Et c'est comme si on avait une maladie ou un handicap et qui n'était pas pris en compte par la société. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez pardonné? C'est compliqué la question du pardon. Eh oui. Parce qu'on dit qu'il faut savoir pardonner pour se libérer. En même temps, il est très compliqué de pardonner parce que on se dit c'est quelque chose qui s'est passé, mais le passé, il est présent dans nos instants quotidiens, parce que c'est notre façon de percevoir le monde, c'est notre façon d'avoir des regrets, c'est notre façon de culpabiliser. Dans tout ça, il y a la marque, en fait. Donc le pardon, il n'est pas facile, parce qu'on est imprégné dans chaque chose de ce passé. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas en faire quelque chose, mais le pardon, pour moi, c'est compliqué, vraiment. Je pense pas que en tout cas, pour le moment, je n'y suis pas arrivée. Voilà. Je commence tout juste à être en colère. Alors, c'était ma question d'après. Est-ce que vous avez eu accès à la colère contre lui? Et peut-être même, pardonnez-moi cette question par rapport à votre maman, vis-à-vis de votre maman aussi. C'est très compliqué, la colère. Parce qu'on a tellement appris à se taire et à garder. La colère, c'est un feu qui jaillit. Donc pour l'instant, le feu, il est un peu à l'intérieur. Il essaye de sortir par d'autres biais, donc dans mon travail, etc., d'exprimer des choses ou de faire exprimer des gens qui ont des choses fortes à dire. Mais soi-même, sa propre colère, l'exprimer et la sortir, c'est la cocotte minute, hein, de toute façon. Ça. On garde, Voilà. on garde, et puis quand ça pète, eh ben... Chaque personne qui prend la parole, on se sent en résonance avec elle, même si on n'a pas exactement la même histoire. Mais ce sont des caisses de résonance. Donc c'est pour ça que plus on est à parler, mieux c'est. Moins on est seul, et plus on peut peut-être comprendre et essayer de régler le problème. Parce qu'il concerne tout le monde. Oui, et puis c'est le principe de la libre antenne aussi d'Europe 1, hein, c'est l'union fait la force. Les expériences des uns servent aux autres, évidemment, et peut permettre de libérer aussi la parole. Ça nous permet de verbaliser, et donc tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et ça, évidemment, c'est aussi la voie de la guérison. Mais est-ce qu'on peut guérir d'inceste ? J'ai tendance à penser que, sans être négative, mais non, pas vraiment, pas dans le sens où comme on guérit d'une maladie, et puis ensuite on n'a plus de séquelles. Moi, je pense qu'on garde des séquelles, mais ce n'est pas forcément pour autant que ça nous empêche d'avancer. On peut en faire quelque chose, on peut les transfigurer, on peut apprendre à faire avec aussi. Mais par contre, la disparition de séquelles, ça, je n'y crois pas. Je crois qu'on est vraiment marqué à vie. Vous avez parlé tout à l'heure de phobie. De dépression, évidemment. Qu'est-ce que vous avez déclenché comme symptômes, j'imagine, très rapidement ? Oui, tout d'abord, toute petite, c'était des douleurs chroniques, donc des douleurs du type cystite à répétition qui étaient inexplicables, des douleurs au dos atroces où je finissais avec des piqûres au fond de mon lit à ne pas pouvoir me lever. Ça a duré pendant toute mon adolescence. Du psoriasis, et puis après ça s'est transformé en plein d'autres choses, effectivement des phobies, phobie du téléphone, phobie d'aller dans les magasins de vêtements. Le féminin. Voilà. Phobie d'aller dans un
par exemple dans un café, de prendre un café toute seule, d'aller dans un lieu toute seule comme ça, phobie. Voilà, et ça s'est quand même réglé avec le MDR. Comment on vit sa vie de femme après avoir été une petite fille abusée par son père? Alors d'abord, sa vie de femme, on la vit en reproduisant, enfin, en ce qui me concerne, j'ai reproduit des situations où je me suis Le schéma des trouvée- prédateurs. Exactement, de plusieurs façons et dans plusieurs milieux. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du milieu du cinéma. J'ai eu une expérience dans le milieu du cinéma avec un comédien, une expérience d'abus avec une grande différence d'âge, voilà, avec prise de sédatifs, etc. Enfin, ça a été assez loin. J'ai vécu l'abus au sein de la spiritualité, auprès d'un maître bouddhiste. Et j'ai vécu l'abus avec le père de mon enfant, voilà, qui était vraiment un pervers, un manipulateur dans toute sa splendeur, comme on dit, et avec qui la relation a été assez violente pour moi. Donc le moment de la réparation est venu parce que vous avez travaillé en thérapie. C'est la thérapie qui vous a emmené aussi à changer le schéma d'homme que vous avez rencontré. Oui, tout à fait, les prises de conscience. Et puis, c'est un travail qu'on fait, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble avec le thérapeute, mais soi-même, on a sa part de travail, et il est important d'être actif et voilà, d'avoir envie d'avancer et de changer les choses. Donc oui. Alors, vous nous avez dit là, tout au long de cet entretien, vous m'avez dit qu'on peut en faire des choses, on peut transformer. Évidemment, c'est ça la résilience, c'est la transformation. Vous, c'est passé par la créativité. Sur le moment, j'imagine qu'on ne voit pas le lien, puisqu'on ne sait pas, puisqu'on est dans le déni de ce qui s'est passé. Comment vous avez repéré ce fil rouge de votre vie en fonction de votre histoire d'enfant? Ça s'est fait au moment où j'ai eu cette prise de conscience. Je me suis dit que finalement, depuis toute petite, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est l'art, toutes ses formes, que ce soit la danse, la peinture, la littérature, le cinéma, le théâtre. Voilà. J'étais passionnée, tellement passionnée que je ne savais pas où aller, donc j'ai fait un peu de tout. Mais voilà, c'était cette expression-là. Donc j'ai bien sûr pas tout de suite fait le lien avec mon histoire, mais en fait, c'est quand j'ai commencé à réaliser des documentaires, je me suis intéressée à des sujets comme par exemple la précarité au féminin, donc les femmes qui étaient fragilisées, qui étaient dans des situations de fragilité extrême financière, et finalement derrière, il y avait beaucoup de cas de femmes abusées ou violentées. Donc, en les faisant parler, je me suis rendu compte que ça parlait de mon histoire aussi. J'ai fait un film sur l'amour et le handicap mental. Alors, on peut ne pas voir le lien comme ça, mais en passant du temps avec ces personnes en situation de handicap mental et en faisant parler de leurs histoires d'amour, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points communs avec moi. Parce que finalement, c'est un peu vécu comme un handicap quand même, cette histoire. C'est un handicap invisible, mais c'est quand même un handicap. Et je me retrouvais d'une façon assez excellente avec tout ce qu'elle pouvait dire. Et puis je crois que c'est développer une forme d'empathie et d'écoute envers les autres, parce que je pense que quand on essaye de se comprendre soi-même, on est capable d'avoir de l'empathie aussi envers les autres. Donc j'en ai fait le cœur de mon travail, que ce soit dans la photo, dans l'écriture ou dans mes films. Ce livre aujourd'hui, il est possible pour quelle raison? C'était le moment aujourd'hui parce que vous êtes un peu plus en paix avec vous-même? Alors, je ne sais pas si je suis plus en paix, mais il y a quelque chose qui m'a poussée, qui m'a dit c'est maintenant. En fait, ça fait des années que j'y pense. Ça fait des années que je prends des notes sur des carnets et que je n'ai pas la force ou voilà, les moyens de mettre en route cette écriture. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu un accident et j'ai été immobilisée pendant plusieurs mois. Et je me suis dit, je vais profiter de ce moment pour écrire. Et là, c'est sorti. Et donc, je me suis dit, bon, ok, c'est ça, c'est maintenant. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des personnes qui sont sur ce chemin de la résilience ou de la transformation ou de l'acceptation? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va forcément, évidemment, je fais l'avocat du diable, hein, on va forcément en thérapie, ça c'est évident, mais à quel moment on écoute les signaux de son corps? À quel moment on se prend en main? On dit toujours qu'on n'y va que quand on touche le fond.
Est-ce qu'il faut attendre de toucher le fond ou est-ce qu'il faut profiter de cette vague où aujourd'hui on dénonce et c'est tant mieux, quoi. Et c'est tant mieux de pouvoir dire. Oui, effectivement, je pense qu'il faut profiter de ce moment, le vivre pleinement, profiter de tous les supports qui nous sont proposés pour l'exprimer. Bon, il y avait la Civise, par exemple, Oui. où on a pu témoigner. Moi, j'ai témoigné. Là, Judith Godrèche a fait un appel. J'ai témoigné aussi. Moi, dès que je peux témoigner, je témoigne parce que c'est ça, en fait, le conseil, c'est de ne pas garder à l'intérieur ce mal parce que le sombre finit par nous manger. Et donc, c'est vraiment un combat. Donc, dès qu'on peut, il faut essayer de sortir la vérité et de combattre le sombre. Et ne plus avoir peur. Et ne plus avoir peur. Et au début, quand on le fait, on a un peu peur. On a un peu peur. Et voilà. puis, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de risque de mort à parler. Donc, c'est Le plutôt risque le de contraire. mort, il n'est pas là. Voilà, C'est c'est plutôt ça. dans le hein. silence qu'il y a un risque. Et donc, quand on se rend compte que ça fait pas mal, on se dit, ok, on peut recommencer encore une fois, puis on trouve de plus en plus les mots. Ça commence par effectivement une bonne thérapeute, ça peut être des amis, ça peut être en témoignant sur des médias ou par écrit, sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est possible en fait, je pense. Et chaque témoignage est unique et c'est pas on en a marre d'entendre parler de ça, ça commence juste. C'est ça. Parce que ça concerne vraiment tout le monde et tous les milieux. Il ne faut pas se cacher la chose en pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Donc par exemple, là, ça n'arrive que chez les gens du cinéma. Maintenant, ça arrive dans tous les milieux. Oui. Et il est temps de vraiment s'en rendre compte. C'est ça. Des enseignants aussi, des professeurs. Je pense aux enfants. Professeurs, dans le milieu de la spiritualité, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. En fait, dès qu'il y a une relation de pouvoir, d'autorité, il y a un risque d'abus. Oui. Donc, et comme la société est vraiment constituée sur le pouvoir, eh bien, il y a beaucoup de risques d'abus. Donc, ça remet beaucoup de choses en question. Oui, je parlais des enseignants et des professeurs parce que les enfants peuvent se confier à leurs enseignants, leurs instituteurs, leurs institutrices, quand la parole n'est pas entendue. Parce que très souvent, l'enfant va essayer de verbaliser dans son milieu familial et s'il n'est pas entendu à plusieurs reprises, il va se replier sur lui-même et ne plus parler. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver des personnes qui peuvent accueillir la parole. Hein. Des personnes de confiance, peut-être des personnes qui pourraient être un peu formées pour recevoir ce type de témoignage. Parce que qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on réagit? Je pense qu'on a beaucoup à apprendre et qu'à partir du moment où on est dans une posture où on a un peu de pouvoir ou d'autorité sur des enfants, je pense qu'on devrait être formé en fait. Être formé pour comprendre aussi les symptômes, peut-être déceler les choses qui sont des signes d'un risque d'abus. Voilà, on a à apprendre beaucoup. Ça, c'est certain, mais on va y aller forcément puisque la parole va se libérer. Donc peut-être que de l'autre côté, on va faire le nécessaire aussi pour former les personnes en contact avec les enfants, voire même, ce qui serait bien, former les parents. Enfin, moi, je suis une grande militante de la formation du métier de parent, entre guillemets, ou de la parentalité, en tout cas. Non, tout à fait, la parentalité devrait être... Enfin, en tout cas, il y a certains aspects de la parentalité où on devrait être informé et avoir un apprentissage. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Parce que souvent, c'est vraiment de l'inconscience et tout ce qui peut nous apporter un peu plus de conscience, je pense, peut nous sauver. Donc, Exactement. Le livre, il est prévu pour quand sa sortie, par exemple? Je ne sais pas si vous avez une idée. Hein, parce que je ne sais pas encore. Il est en work in progress. Donc, oui, je suis en work in progress. J'ai une bonne partie quand même. Donc je pense que j'en ai encore pour quelques mois. Je me laisse le temps, je ne me mets pas de pression. Merci beaucoup, Jana, d'être venue nous livrer votre histoire aujourd'hui à Europe 1. Un grand merci et à bientôt pour la sortie du livre. Oui, merci Valérie. Au revoir. Au revoir.